metteur en scène de théâtre, d'opéra, est présent, si ce n'est au montage, si ce n'est au tournage, du moins au montage. Donc voilà, ça c'est des petites réactions comme ça de tout ce que vous avez dit. Alors à propos de, bon, moi c'est vrai que j'ai été passionnée par toute cette histoire et au point donc d'en faire un livre édité à CNRS Éditions avec un groupe de recherche au CNRS. Mais je crois qu'il faut aussi citer le théâtre d'aujourd'hui du CNDP. Je pense que vous l'avez aussi, hein, où il y a le film de théâtre, il date de 2001, et le théâtre aujourd'hui du CNDP date de 2007. Et j'ai fait deux articles dans cet ouvrage, en fait, qui est aussi, d'ailleurs, comme le film de théâtre, un ouvrage collectif. Alors, donc, je vais reprendre certaines choses qu'a dit Philippe. Le passage du spectacle de théâtre à l'écran à l'âge exact du cinéma. On a commencé par filmer des spectacles. Le cinéma a commencé par filmer des spectacles tout près. C'est en particulier la firme qui s'appelait le Film d'Art qui s'est occupée de cela, où on a filmé des morceaux de spectacles avant de se mettre à filmer des textes de théâtre en les adaptant pour l'écran, ce qui est une démarche encore différente. Alors, ce que le cinéma a gagné ou perdu dans ce rapport, dans cette relation-là, la façon dont, dans certains pays, et en particulier la Russie, le théâtre et le cinéma ont marché main dans la main vers des découvertes fondamentales pour l'histoire des arts visuels. Ce n'est pas le moment de parler de ça, bien sûr, mais je crois qu'il faut penser que c'est l'arrière-fond de toute cette histoire. Et que quelque part, oui, le théâtre, c'est la source du cinéma. Le théâtre, on l'a nommé comme le cousin du cinéma ou le cinéma comme le frère ennemi du théâtre. Enfin, tout ça, toute cette histoire complexe des rapports entre le théâtre et le cinéma, elle est en arrière-fond de l'histoire de l'histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire celle de la captation du spectacle ou du film de théâtre. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de réalisateurs de cinéma s'intéressent au théâtre en France et dans les pays d'Asie, et que aussi beaucoup de metteurs en scène de théâtre en France et ailleurs ont été formés par le cinéma. En France, en particulier, en l'absence d'écoles véritables de mise en scène. Roger Planchon, bon, c'était il y a un moment, bien sûr, mais dira « j'ai vu 100 films avant de faire une mise en scène ». Et Lassalle, Jacques Lassalle, qui lui aussi n'est plus là pour en parler, mais il répétait sans cesse qu'il faisait théâtre de son désir jamais assouvi de cinéma. Il n'a jamais pu faire en fait de tournée de films, mais son théâtre, c'était justement, il était animé par son désir de cinéma et ses mises en scène sont assez cinématographiques. Quelquefois, vous allez peut-être entendre des portes claquer parce qu'il y a beaucoup de vent là où je suis et c'est le Mistral qui souffle très fort à 90 km/h. Bon, excusez-le. Alors, donc, même si au début de son histoire, le cinéma prend le théâtre comme objet, comme aide, vous m'entendez? Oui. Ça va? Oui, tout le monde entend? Parce que j'entends des petits gargouillis. Ah oui, moi j'entends un peu des gargouillis aussi, donc j'espère que ça va Ça se va. calmer. Tout le monde entend? Oui, ça Je a l'air pense que d'aller. oui. Bon, d'accord. Alors, même si au début, le début du cinéma, le cinéma prend le théâtre comme objet, un doute profond va s'installer dans les deux parties. C'est-à-dire, les cinéastes, ils vont vouloir se libérer du théâtre et ça, bon, ça, je vous renvoie à Bazin. C'est vraiment, je pense, très important de lire qu'est-ce que le cinéma. Et en particulier, il y a un article très bien qui s'appelle Pierre Cinéma. Ça date des années 50, mais il y a vraiment matière à réflexion. Donc, le cinéma va vouloir se libérer petit à petit du théâtre. Et chez les gens de théâtre, eh bien,
le doute aussi va s'installer, car filmer le théâtre, surtout quand le matériel, et la question du matériel, elle va être essentielle véritablement, vous allez en parler sûrement avec les réalisateurs, mais elle va être essentielle dans cette histoire, quand le matériel était extrêmement lourd, eh bien, filmer, c'était ou bien pénétrer à l'intérieur d'un sanctuaire, et donc, quelque part, y faire irruption et le désacraliser, ou bien c'était transporter l'œuvre dans un lieu loin de son lieu d'origine, dans le no man's land qui était pour les gens de théâtre le studio de cinéma. Donc il y a eu de la part des gens de théâtre pendant très longtemps, et ça dure encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque vous avez cité Renucci, des réticences. L'opération filmer le théâtre tient du vol. Le regard braqué de la caméra relève de la transgression. Ce sont deux tribus différentes qui s'affrontent, la tribu du théâtre et la tribu du cinéma, qui n'ont en fait pas grand-chose en commun dans leur façon d'être ensemble et dans leur façon d'agir. Et on a pu aussi considérer l'image filmique justement comme l'ennemi du théâtre à cause de sa volonté justement de sauver de l'oubli ce qui est voué à disparaître. Le théâtre, c'est l'éphémère. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, la question reste, le théâtre, c'est de l'éphémère. Est-ce que le théâtre doit laisser des traces, etc., etc. En tout cas, la question ne va pas beaucoup intéresser, la question de la captation ne va pas beaucoup intéresser le théâtre français des années 50-60. Alors, je voudrais vous citer une remarque de Jean-Luc Godard, qui est un grand cinéaste, comme vous connaissez, dont peut-être vous ne savez pas qu'il a eu beaucoup d'intérêt justement pour la question. En 66, donc, c'est à la page 16 du film de théâtre, Jean-Luc Godard interroge: pourquoi les gens de théâtre n'ont-ils jamais envie de filmer leurs spectacles pour les garder comme archives? Ce qui m'étonne, c'est que cette envie profonde vous manque, car si vous aviez vraiment envie, vous l'auriez fait depuis longtemps. Et aujourd'hui, on aurait les pièces filmées de Pitoef et d'autres. Enfin, c'est ce que Lumière, Méliès ont fait, ils ont filmé. Et on sait aujourd'hui comment jouait Sarah Bernard et Mounet Sully. Et quand il annonce son intention personnelle de s'attaquer au problème, il note qu'il n'est pourtant pas un de ceux qui est le plus concerné par le théâtre. C'est-à-dire que ce serait aux gens de théâtre même de s'intéresser à ça. Et il dénonce, je cite, le mythe théâtral de ce qui n'existe qu'une fois, de ce qui est irreproductible. C'est une superstition, dit-il. Il constate, si nous, gens de cinéma, voulions faire cela dans les salles, même à nos frais, les 3/4 des théâtres refuseraient, ça ne les intéresse pas. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable parce qu'il pose bien le problème en 66, qui d'ailleurs, on va le voir, va être une date clé justement pour le passage des spectacles à l'écran. D'ailleurs, remarquons tout de suite une chose, Godard fait la faute que beaucoup de gens font, en France en particulier, ils parlent de pièces au lieu de parler de spectacles. Et ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup en France, justement, parce que pendant très longtemps, la mise en scène n'a pas été un art reconnu en tant que tel. Donc, la polémique qu'il y a eu entre le cinéaste Ophuls et le metteur en scène Jouvet en 1936 à propos de l'École des femmes, donc qui est un des spectacles les plus connus de Jouvet, nous fait basculer sur un autre problème. Il s'agissait de tourner donc l'École des femmes dans les décors de Bérard, le très célèbre décor de Bérard, et les deux, Max Ophuls et Louis Jouvet, se sont disputés véritablement parce que Jouvet voulait qu'on filme comme c'était, donc une captation, un enregistrement, tandis qu'Ophuls voulait recréer
le théâtre, pardon, par le film. Et en fait, ils se sont tellement disputés que rien n'a eu lieu. Ça n'a pas été filmé. On a une captation d'École des femmes qui a été faite en direct à Boston pendant une tournée de Louis Jouvet, mais on n'a pas cette chose qui aurait pu être très belle, faite par Max Ophuls. Alors, qu'est-ce que c'est qui comment gêne ici? C'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre gêne, et c'est la question, mais qui est l'auteur de l'objet hybride qui va advenir justement de cette opération-là, filmer le théâtre. Alors, donc, ce sont deux problèmes qui sont en fait récurrents pendant très longtemps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la télévision, dès ses débuts, va se nourrir du théâtre, exactement comme le cinéma. Le théâtre est à la source. En 1956, il y a une célèbre institution qui s'appelle le Studio des Buttes Chaumont, qui va produire des dramatiques télévisées. Alors là, on n'est pas dans le problème de la captation, mais on est dans le problème de la place du théâtre sur les écrans, sur ce petit écran qu'est la télévision. Et il y a eu des choses, enfin, c'était très étonnant parce que, si vous voulez, il n'y avait qu'une chaîne, en fait, et tout le monde pouvait regarder ça le soir. Il n'y avait pas de choix, on pouvait regarder. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été fait le Don Juan de Buval en 1965. Don Juan de Buval, qui est quand même un film-spectacle mythique. Ce n'est pas un spectacle, ça a été tourné directement pour la télévision. Hein. On est passé directement de la pièce à l'écran de télévision. Et comment dire, le réalisateur Bluval théâtralise en fait l'espace en choisissant les salines d'Arc-et-Senans et en travaillant justement sur, on dirait, comme disait Vitesse, un espace à volonté, un espace ouvert, un espace multiple, en fait, que sont ces salines d'Arc-et-Senans, et un espace vide où tout peut se passer. C'est un film qui, aujourd'hui, est encore un must, qui existe en DVD et qui est vraiment une véritable référence. Parce que, justement, Buval avait compris cet espace à volonté du théâtre et qu'il avait su trouver le lieu pour le rendre. Bien sûr, il y a aussi le rôle de Piccoli qui est absolument extraordinaire. Et puis aussi l'interprétation même que Bluval fait du Don Juan de Molière, qui est le combat de l'homme et de Dieu. Alors, donc, Les Buttes Chaumont, c'est intéressant. Le deuxième pas qui est franchi par la télévision, c'est en 1966 au Théâtre Ce Soir, donc qui va durer presque 20 ans, de 66 à 85. Alors là encore, je vais relire Godard, qui, dans le même entretien que je vous ai lu, termine par, en dénonçant ces rapports inexistants entre théâtre et cinéma qui le filme, il estime qu'il devrait y avoir une loi selon laquelle tous les spectacles seraient filmés. Ça, c'est Godard, 66. Et en écho, la même année, le ministre de l'Information, qui s'appelle Georges Gorce, en 67, c'est juste l'année d'après, annonce à l'Assemblée nationale la nécessité d'abattre la cloison à peu près étanche qui a jusqu'ici séparé les théâtres de la télévision nationale, afin que rien désormais ne soit perdu des efforts magnifiques qui disparaissent souvent avec la saison et leurs créateurs. Donc à la fois, si vous voulez, donc 66-67, il faudrait une loi, il faudrait pas laisser ça au désir des cinéastes ou des gens de théâtre, mais que voilà, on soumette cette opération de captation à une loi. Alors au Théâtre Ce Soir, qu'est-ce qui se passe au Théâtre Ce Soir? C'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir de ces émissions, mais il s'agit
de recréer artificiellement dans un théâtre un spectacle. C'est-à-dire de créer, je dirais, non, créer artificiellement dans un théâtre un spectacle. C'est le théâtre Marigny en l'occurrence. Ce sont des spectacles qui ne sont pas faits pour être vus par un public de théâtre, mais qui sont comment dire, faits pour être filmés et vus par un public de télévision. Hein. Donc c'est pour ça que je dis artificiel. Mais dans le répertoire de Au Théâtre ce soir, il y a 411 pièces, 300 auteurs. Les choix, c'est plutôt des choix comiques, justement, pour intéresser le plus possible de spectateurs. Donc, c'est Feydeau, Barry Egrédy, Mirbeau, Françoise Dorin, Armand Salacrou, etc. Il y a tout un rituel, parce que il y a une question qu'on n'a pas posée, c'est la question du public. On va la reposer parce que bien sûr, dans le spectacle, le public, il a un rôle extrêmement important. Meyerhold disait, le public, c'est le quatrième créateur. Et quand le quatrième créateur n'est plus là, il manque bien sûr quelque chose. Et là, Au Théâtre ce soir, on recréait, enfin, comment dire, le mot n'est pas exact, il y avait du public, l'enregistrement se faisait en public, hein, et le public, il y avait un rituel à la fin, où le rituel des saluts, qui est extrêmement important en fait, et qui était conservé et qui était amplifié parce que les personnes se nommaient, disaient leur nom, et on disait aussi le nom de tous les gens qui avaient participé justement à cette opération, et parfois le public était dans le coup et c'était lui qui disait qui avait participé. Enfin, on lui donnait un rôle à jouer à la fin de ce spectacle unique, filmé pour la télévision, mais dans un théâtre avec donc des acteurs de théâtre. Donc, Au Théâtre ce soir a eu beaucoup de succès. Il a été vendu dans le monde entier. Et il existe aujourd'hui, enfin certaines des pièces en cassette vidéo et en DVD. C'est l'INA qui en a la propriété. Mais certains metteurs en scène comme Luis Pascal, l'espagnol Luis Pascal, qui a dirigé l'Odéon pendant un moment, m'a dit, mais Au Théâtre ce soir, ça a été mon école. J'ai regardé ça, j'habitais dans une campagne andalouse et c'était ça que je regardais en fait. Et voilà. Donc ça a été vraiment, c'est un phénomène important, je crois, dans l'histoire des rapports entre le théâtre capté et l'écran, en l'occurrence donc l'écran de télévision. Alors la question des archives, elle ne s'est pas véritablement posée beaucoup dans sa totalité en France, puisque justement, il y avait cette idée que le théâtre, c'était quelque chose d'éphémère, qui ne devait pas laisser de traces. Et dans d'autres pays, c'est aussi intéressant de sortir un peu de la France, et surtout dans les pays où la mise en scène est un art autonome, véritablement, est considéré comme un art autonome, où ce n'est pas l'auteur qui est, je dirais, le roi du théâtre, comme il a été très longtemps dans l'histoire du théâtre français, qui est un peu textocentrique. En Pologne, en Union soviétique, on a énormément filmé de spectacles. On a des archives, si vous voulez, de toutes ces époques. Des années 50, des années 60. Bon, bien sûr, parfois, ce n'est pas les meilleurs spectacles, parce que souvent, les meilleurs spectacles, ils étaient en proie à la censure, et ce n'était pas eux qu'on allait filmer, qu'on allait choisir de filmer. Mais enfin, il y a toute une réserve d'archives qui est passionnante, si vous voulez, justement parce qu'il n'y a pas cette espèce de diktat que dénonce très bien Jean-Luc Godard, hein, l'éphémère de l'art théâtral. C'est ça, l'éphémère de l'art théâtral, c'est c'est sa grandeur en fait, quelque part. Alors, à partir des années 70, donc, vous voyez, 66, la remarque de Godard, 67, Gors qui dit qu'il faudrait une loi à l'Assemblée nationale pour filmer tous ces spectacles qui autrement se perdent. Donc, l'État va intervenir
Et la deuxième chaîne va diffuser des spectacles à l'affiche. Le mot captation, il arrive en 74. Captation, ben, bien souvent, ça va être l'équivalent de punition pour ceux que j'appelle les téléastes. On les envoie faire des captations, ben, ils ne sont pas très contents parce que justement, ils ne sont pas très libres. Ils arrivent dans la salle de théâtre, ils n'ont pas les codes, ils ont du mal à avoir des relations avec l'équipe de théâtre qui les prend pour des intrus. Donc, captation égale punition. Et pour les gens de théâtre, captation égale trahison. C'est un petit peu le vocabulaire de l'époque. Trahison, dégradation, déperdition, mise à mort. Vous voyez, aujourd'hui, Renucci, donc c'est vous qui l'avez dit, le théâtre perd son âme. En fait, c'est encore un petit peu, si vous voulez, il y a encore un peu ce réflexe-là. Bon, qui est, je veux dire, pas critiquable en fait. Il y a quelque chose qui est sans doute vrai, en particulier pour les mauvaises captations. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir que l'historique du mot, si vous voulez, ait son sens pour les uns et pour les autres. À partir de 85 et la naissance de la 7, la chaîne 7, la 7, chaîne culturelle, qui va s'acoquiner avec l'INA, où se trouve à l'époque un monsieur qui est très important pour l'histoire du théâtre à l'écran, qui est Claude Guizard, dont je souligne le nom et l'importance. Il y a toute une politique de commande qui va naître, commande de films de théâtre, et où justement on va chercher, si vous voulez, dans la commande, en mettant un petit peu plus d'argent, en mettant des gens à filmer qui ne considéreront pas ce travail-là comme une punition, hein, mais au contraire comme un moyen de s'enrichir ou de produire de belles choses. Donc, on va y mettre plus de moyens et on va chercher à améliorer le principe de la captation, qui souvent était limité à une seule caméra. Donc, à donner plus de caméras, plus de moyens aussi au son, et à susciter donc cette équipe, la 7 et l'INA, vont susciter tout un catalogue de films de théâtre avec une possible reformulation de la mise en scène originale. Ce qui ne voulait pas dire une complète recréation, mais justement une intrusion, je ne veux pas dire, mais des prises de position, des points de vue de l'auteur du film. Donc, il y a eu, en 85, il y a eu deux films, que j'appellerais, des films de théâtre, qui ont marqué les esprits. D'abord 1789, donc le film d'Ariane Mnouchkine. Donc ça a précédé, si vous voulez, cette collaboration, la CETLINA et ce programme de commande de films de théâtre. 1789, qui a été filmé par Ariane Mnouchkine, mais elle ne voulait absolument pas le filmer. On l'a poussé, on a dit c'est quand même quelque chose qui a eu énormément de succès, qui a marqué le théâtre de l'époque, il faut laisser une trace. Donc elle s'est laissée convaincre. Et elle l'a filmé comme un match de foot, comme elle le dit, un match de foot. Donc avec une caméra extrêmement mobile, c'était elle-même qui filmait et qui justement savait, parce qu'elle connaissait toutes les arcanes de la création et du processus de création et de la création, de la représentation elle-même, et qui a pu le filmer le mieux possible, mais elle le dit comme un match de foot. Et puis, il y a aussi eu Orlando Furioso, un spectacle de Luca Ronconi, italien, où justement, comme c'était un spectacle qui se déplaçait énormément dans un espace immense, dans un espace encore plus à volonté que l'espace à volonté du théâtre dont parle Vitesse, justement, à filmer avec des caméras qui déambulent, donc qui prenaient
comment dire, des libertés avec les caméras fixes posées dans certains points stratégiques, si vous voulez, pour arriver à capter le spectacle. Et donc, ces deux exemples, si vous voulez, justifient quelque part la démarche de Lassette et de Lina et de ces commandes de films de théâtre avec une libération, en fait, du réalisateur. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a eu un obstacle quel était cet obstacle? Les problèmes financiers, parce qu'il fallait de la rentabilité, donc il fallait trouver de l'argent. Et parfois, d'autres chaînes que la 7, et souvent d'ailleurs plutôt d'autres chaînes que la 7 ont bien hésité à programmer ce genre de film dont ils pensaient qu'ils ne trouveraient jamais de spectateurs. Donc, mais si vous voulez, progressivement, avec toute cette histoire, on va passer du repli du théâtre sur lui-même comme art, justement, art unique parce que éphémère et destiné à disparaître. On va passer du repli du théâtre sur lui-même comme lieu de résistance aux images qui durent, à une revendication faite à l'audiovisuel de prendre en compte l'existence du théâtre. Et on a en particulier, il y a un colloque qui a marqué les esprits, si vous voulez, de ceux qui ont réfléchi à cette question, un colloque en 1991, un colloque à l'Odéon, dirigé par Giorgio Streller, où justement on a mis tous les problèmes sous la table et on a débattu, si vous voulez, de toutes ces questions que je viens de soulever. Entre réalisateurs et metteurs en scène et aussi producteurs. C'est-à-dire les trois parties sont importantes parce que les producteurs, je crois qu'il ne faut pas les oublier parce que ce sont eux qui doivent avoir le désir de faire ça et qui doivent pouvoir trouver l'argent pour faire ça. Aujourd'hui, comment dire, j'avance un tout petit peu, mais il y a une maison de production qui s'appelle Bel Air Production, qui est dirigée par François Duplat, qui est aussi réalisateur, qui a très grande connaissance et du théâtre d'aujourd'hui et du cinéma, et dont presque toutes les productions sont des productions soit théâtrales, soit opératiques, soit de ballet. Est vraiment spécialisé dans cette question et le rôle de ce producteur est absolument, comment dire, capital. C'est lui qui finance les films d'Ariane Nouchkine, par exemple, et c'est lui qui s'occupe justement des filmages de tous les opéras de Tcherniakov. Donc, ils sont deux grands noms quand même et du point de vue de la scène théâtrale et opératique, et du point de vue des résultats en ce qui concerne le film qui résulte de l'initiative de ce producteur. Donc, il ne faut pas les oublier non plus, les producteurs, je crois, dans l'histoire, parce qu'ils ne sont pas tous, comment dire, ils n'ont pas eu tous le courage de faire cela. Alors, en 94, Lina fait une enquête et donc elle voit qu'il y a une très forte mobilisation des metteurs en scène de théâtre et même les metteurs en scène de théâtre appellent à faire des directs qui ont eu lieu au début, si vous voulez, de la problématique de la captation et qu'on a complètement oublié depuis les années 60. Donc, la télévision, par l'intermédiaire de la 7, en Italie de la RAI, en Angleterre de Channel 4, devient lieu de rencontre entre les deux arts. Et donc, vont avoir lieu des expériences très diverses. De nombreux débats et de colloques, ce qui prouve bien que ça pose toujours problème et qu'il faut toujours revenir, reposer les questions, essayer d'avancer, énormément d'avancées et de recul, et des gens qui vont, des metteurs en scène qui vont
se contredire, mais véritablement, d'une année à l'autre, on va trouver, si on regarde un petit peu, ils vont dire des choses complètement inverses. Oui, on peut filmer, oui, c'est un art à part entière. Ah non, ça ne l'est pas du tout. Ah non, il ne faut pas encombrer notre mémoire qui est déjà suffisamment remplie d'un bric-à-brac culturel, d'autres bric-à-brac qui seraient la captation. Mais véritablement, et par exemple, je cite des gens comme Peter Brook qui ont, comment dire, dont on peut saisir, si vous voulez, les hésitations, et les avancées et les reculs, alors que lui-même va aussi se mettre à filmer, si vous voulez. C'est vraiment une question très, très, très sensible et qui peut-être, comme vous l'avez dit, Philippe, n'est pas encore totalement résolue aujourd'hui. Alors, le problème de filmer le théâtre, de capter le théâtre ou d'en faire un film de théâtre, est-ce que c'est un problème de théâtre? Est-ce que c'est un problème de cinéma? Est-ce que c'est un problème de télévision? euh, c'est sûrement les trois à la fois. Et c'est aussi un problème de droit d'auteur. Là aussi, il y a la question, il y a eu des imbroglios juridiques à démêler. Bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est avec des gens spécialisés qui doivent vous parler de ça, mais ça n'a pas facilité les choses, si vous voulez, tous ces problèmes de droit d'auteur. À partir des années 70, les théâtres eux-mêmes vont pouvoir accueillir du matériel qui déjà a commencé à s'alléger. Donc la question du matériel, elle est fondamentale, comme je le disais. Du matériel pour la prise de vue, du matériel pour le montage. Et Daniel Mesguich, il est un pionnier en quelque sorte. Il va, dans son théâtre, la métaphore, je crois que c'est Lille, hein, oui, c'est à Lille, il va, comment dire, se faire un studio de réalisation avec un réalisateur, des cadreurs, des ingénieurs du son, et il va filmer beaucoup de choses. Les répétitions, le spectacle, diffuser tout ça sur un canal local et produire des CD-ROM. Donc, l'idée, c'est d'abord d'archiver. Donc là, la question des archives se pose véritablement pour lui, de laisser des documents traces, comme il le dit, et bien sûr, d'autres gens vont le suivre, et le filmage, si vous voulez, il va autant servir, peut-être d'abord servir à faire la promotion des spectacles qu'à archiver. En même temps, les deux choses peuvent se lier, mais ça va beaucoup servir à la promotion des spectacles, pour les tournées, etc., etc. Donc, à partir du moment, si vous voulez, où les gens de théâtre eux-mêmes peuvent se servir eux-mêmes, c'est-à-dire s'occuper eux-mêmes de leurs affaires, la question est sans doute moins douloureuse, si vous voulez. Là aussi, c'est intéressant à le souligner. Tadeusz Kantor, donc vous connaissez tous, et donc connaissez sûrement les traces filmiques, considère, lui, que les seules traces possibles, ce sont, que peut laisser un spectacle, ce sont celles que le théâtre laisse dans la mémoire des spectateurs, et que c'est les spectateurs eux-mêmes qui doivent, par leur récit, transmettre cette mémoire, ce qui n'est pas faux. Mais il a aussi laissé filmer, d'une part des chercheurs et d'autre part des cinéastes. Et c'est Wajda, le polonais Wajda. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des jeunes gens qui ont 20 ans disent « Ah mais oui, Cantor, j'ai vu les spectacles de Cantor ». Je dis « À 20 ans, c'est pas possible ». Mais si, ils ont vu les films, et les spectacles, je crois, de Cantor sont tellement forts, tellement chargés en énergie et en présence, qu'ils crèvent l'écran, qu'il soit grand ou petit. La question de l'écran, aussi du support où regarder, on va l'aborder aussi, parce que je pense qu'elle est aussi très importante. Donc, et quelque part, pour ces jeunes gens qui n'ont pas vu les originaux, la force des spectacles qui pourtant ont été faits souvent, je vous dis, par des chercheurs, donc qui essayaient, mais qui avaient analysé les spectacles de Cantor justement pour essayer de les capter le mieux possible pour la recherche, comme les films du cinéaste Wajda nous donnent plus qu'une trace. Hein. Pour certains jeunes, c'est le spectacle lui-même.
D'ailleurs, c'est une question très intéressante parce que j'ai écouté plusieurs émissions de critiques de théâtre qui, justement, pendant le confinement, parlaient de ce qu'ils avaient vu sur l'écran. Et on avait vraiment l'impression qu'ils parlaient du spectacle. Je veux dire, le filtre du cinéma était, dans leur critique, totalement oublié, alors que c'est pourtant essentiel de penser à cette chose-là, que ce n'est pas le spectacle que tu vois et que nous, par exemple, moi qui suis chercheuse, je ne m'appuierai jamais uniquement sur une captation pour étudier un spectacle que je n'ai pas vu. Je m'utiliserai énormément de documents parallèles, des photos, des textes, etc., etc., parce que de toute façon, oui, captation, trahison, c'était le slogan du début. C'est pas exactement ça, mais il y a quelque chose de ça, bien évidemment. Alors, l'époque, donc, bon, ça, je vais passer parce que je m'aperçois que ça va vite. Je ne vais pas réussir à dire tout ce que je veux. Le, Prenez le temps, Béatrice, prenez le temps. ouais, On est à le votre mieux, écoute totalement. le mieux, donc, bien souvent, à partir de cette période justement marquée par la SET et l'activité de Guizard à l'INA, c'est de repenser le théâtre pour l'écran. Et c'est Jean-Louis Barrault qui, en 64, le dit lui-même. Il dit il faut un découpage précis pour redonner à l'œuvre son visage véritable. Je le cite, en 64. Donc, qu'est-ce que ça demande? Bien sûr, ça demande une longue préparation. C'est pas justement en arrivant seulement 3 jours à l'avance que tu peux arriver à faire une chose comme ça. Et ça demande aussi donc une longue préparation, donc beaucoup plus d'argent. Donc, le matériel vidéo, il va de plus en plus se miniaturiser. On va avoir des caméras très souples, très maniables, non intrusives. Et cette question justement de l'intrusion d'une tribu étrangère dans une tribu autochtone, qui serait la tribu du théâtre, elle va de moins en moins se poser parce qu'ils vont être de moins en moins visibles, ces gens de cinéma, s'ils ont un minimum, je veux dire, de respect par rapport aux gens de théâtre. Et je vais citer l'exemple d'Ariane Mnouchkine, puisqu'elle a produit quand même pas mal de films de théâtre qui sont très intéressants à étudier. Bon, elle a filmé 1789 parce qu'on l'a persuadée. Après 1789, elle qui pourtant vient d'un milieu du cinéma, son père est producteur, hein, c'est Alexandre Mnouchkine, elle a été sur les plateaux toute petite, elle adore le cinéma, elle y va tout le temps. Elle n'a pas voulu filmer. Et ce qui fait qu'on n'a aucune trace des grands spectacles, du cycle des Atrides, des Shakespeare. On a des tout petits morceaux, on n'a rien. Et elle va décider de se mettre à filmer après une expérience qu'elle fait avec le film avec Tartuffe, où elle invite un jeune comment dire, cinéaste qui est en même temps ethnologue. Et ça, c'est important, je trouve, parce que justement, il comprend cette question des tribus et de l'intrusion, etc., qui va rester pendant toutes les répétitions, silencieux, discret, mais qui va tout filmer et qui va être, comme il dit, comme une éponge. Je prenais tout. Et sa discrétion et son intelligence, si vous voulez, persuadent Mnouchkine que oui, on peut filmer. Et c'est à partir de cette expérience avec Tartuffe qui va donner Au soleil, même la nuit, film qui s'arrête juste à la première de Tartuffe, c'est-à-dire qu'on ne voit que la préparation, on ne voit pas le spectacle, que Mnouchkine va se mettre à justement elle-même filmer ses spectacles après comment dire, après qu'ils aient été exploités pendant les répétitions. Pardon, après qu'ils aient été exploités pendant leur temps de représentation. C'est clair? Ça va? Parce que parfois, bon, comme théâtre-cinéma, parfois on peut prendre un mot pour un autre et il faut m'arrêter, il faut me dire, mais ça arrive parce que c'est complexe. Et donc,
En 2001, à la date à laquelle sort ce livre, le film de théâtre, qui sort à CNRS Éditions, on voyait très bien déjà que le film de théâtre, la bonne captation, ou le film où justement le réalisateur mettait son grain de sel, donnait son point de vue, pouvait être un des états du spectacle de théâtre. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant à voir, c'est un des états. D'abord, ça s'inscrit, si vous voulez, totalement dans la perspective qu'on voit très bien se dessiner à la fin du XXe siècle, qui est le contexte d'interpénétration des pratiques artistiques, hein, mais aussi, donc, ça rentrait dans le contexte justement de l'existence même du théâtre, dont le statut n'est pas tant d'être éphémère que d'être variable. Moi, me semble-t-il, que d'être variable. C'est-à-dire que le statut ontologique du théâtre, c'est la variabilité. D'abord, le spectacle, c'est la traduction, comme dit Vitesse, hein, cette problématique de la traduction du texte de théâtre sur la scène. Ensuite, les représentations, elles sont toutes différentes. Si vous assistez plusieurs fois à un spectacle, vous verrez comment c'est différent selon le public, selon beaucoup de choses que je ne vais pas détourner. Le spectacle se transforme encore selon les tournées, où il faut s'adapter au lieu et où le spectacle peut devenir différent. Le spectacle peut être en plein air, être en salle, et donc, par exemple, le Don Juan de la salle, et donc la transformabilité, la variabilité, elle est inhérente, si vous voulez, à son statut. Et donc, la captation, le film, sur grand ou petit écran, et là encore, ça change complètement son statut selon que vous le regardez sur grand ou petit écran, eh bien, à mon avis, ça fait vraiment, le film fait vraiment partie de cette chaîne, si vous voulez, de différents états du théâtre. Mais en 2020, la situation est encore différente. On a encore avancé 20 ans après. Mais auparavant, je vais essayer de vous donner très rapidement une typologie de la transposition du spectacle sur support analogique, puis sur support numérique, car le numérique, évidemment, va tout changer. Alors, la captation la plus simple, c'est une caméra fixe. Un peu plus compliqué, c'est 3 caméras, une au centre, une à gauche, une au centre, une à cour et une à jardin. Elle peut se faire en public ou sans public. Mais cette captation, elle aplatit le regard, elle ne rend pas compte du volume spatial de cet espace à volonté. Planchon, en 87, lui, il est extrêmement réticent. Il demeure extrêmement réticent. Pourtant, il s'est passé beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est ce que je veux montrer, si vous voulez, c'est que rien n'est donné, en fait, encore, peut-être même aujourd'hui. Planchon, on ne peut pas filmer le théâtre. C'est un crime, quelque part, de filmer le théâtre. J'avais une citation. Si je la trouve vite, je vous la dis. Enregistré sur pellicule, même avec soin, le meilleur spectacle et le pire tour qu'on puisse jouer au théâtre et au cinéma. Tous les deux, ils perdent leur âme. Vous voyez, Renucci et Planchon. Ils ont voilà. Après, il explique pourquoi, et justement, ils ont cette question d'espace, cette question justement de projeter, ce qu'il faut projeter au théâtre. Quand on projette aller au cinéma, on perd tout, etc., etc. Bon. Et donc, quand Planchon va filmer Dandin, il va repenser totalement son spectacle. Donc, la captation, bien souvent, elle bonne pour l'archivage, pour les repérages, si un acteur justement change dans la distribution, ça lui donne des repères, etc. Ça peut donner des repères aux chercheurs, ça peut nous donner une petite idée de la mise en scène. Mais il manque quelque chose de toute façon, et il manque cette espèce d'énergie, si vous voulez, qui est donnée par les spectateurs quand la captation se fait justement à vide. Et c'est pourquoi il y a eu des tas de tentatives, et en particulier sur Canal+,
Canal+ a inauguré des captations, dès sa création, enfin quelques années après sa création, des captations en direct. En direct, avec tous les risques possibles, si vous voulez, du direct. Et c'est exactement ce risque-là qui existe à la scène, où l'acteur peut avoir un trou comment dire, et être à la merci de n'importe quel accident, en fait, lié aussi à la scénographie, à la panne de son, à la panne de lumière. Ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup avec les spectacles hyper technologiques qui, bien souvent, ne marchent pas comme ils devraient marcher. Bref, donc le live, le direct, ça redonne du pep, si vous voulez, au cinéma filmé. Alors, mais Philippe, là, je m'aperçois que j'ai fini mon temps, là. Le temps est fini, mais en même temps, j'aimerais bien quelques mots sur 2020. Donc, alors, je vais quand même dire, oui, absolument. Donc, je vais juste citer, je me fais déborder par l'histoire, c'est ennuyeux. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant parce que ça montre la récurrence des problèmes, si vous voulez. Ouais. Alors, il y a différents types de réalisateurs pour ces films, je les cite. Il y a le réalisateur qui a un point de vue subjectif, mais qui est en accord total avec le metteur en scène. C'est Vitesse et Santiago, c'est un des meilleurs exemples. Donc, vous regardez Electre. Vitesse disait, c'était un des derniers, c'est une de ses dernières interventions à la Fémis, je suis partisan de travaux complètement subjectifs, consciemment subjectifs, consciemment poétiques. Et il fait totalement confiance à Santiago. Il analyse, mais il est là. Et si vous regardez dans le film de théâtre, il y a des photos magnifiques où on les voit tous les deux sur le plateau. L'un qui parle à ses techniciens, l'autre qui parle à ses acteurs. Donc, c'est Santiago qui filme, mais Vitesse, il est là. Donc, il y a toute une série. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, j'avais essayé de recomposer, si vous voulez, toutes les techniques que Santiago avait utilisées pour ne rien trahir et faire passer, traduire, si vous voulez, ce mot que Vitesse aimait beaucoup, le spectacle de la scène à l'écran. Et en particulier, comment il travaille avec le plan séquence. Le réalisateur peut avoir aussi un point de vue subjectif, mais le metteur en scène est parti, donc il est libre. Et là, je parlerai d'un spectacle que j'ai vu, d'un film que j'ai vu dernièrement sur la comédie continue, la comédie française continue, un spectacle russe de Amphitryon, Amphitryon de Molière, mis en scène par Vassiliev, qui était un spectacle difficile, qui a été très mal vécu par les abonnés de la Comédie Française, qui a été très chahuté, que moi-même, je n'avais pas compris. Et qu'un jeune metteur en scène, alors, Andy Sommer, je nomme son nom parce que c'est lui qui va filmer Les Damnés récemment, si vous voulez. Et les Amphitryons, c'est 2002. Donc, il va prendre de l'expérience pour arriver, à mon avis, à quelque chose qui est de l'ordre du chef-d'œuvre, dans la fidélité au spectacle et dans la qualité du film, qui est Les Damnés. Mais Andy Sommer, là, il est encore tout jeune, mais il prend vraiment des grandes décisions. Le spectacle est long, il est lent, il coupe 30 minutes. Donc, il va donner du rythme au spectacle qui qui est trop lent. Il va introduire un résumé qu'il va plaquer sur l'image, un résumé, donc des mots, des lettres, pour résumer et faire comprendre au spectateur qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis, il va justement s'arrêter sur de longs plans, mais des plans, gros plans des visages des acteurs. Et là, pour moi, ça a été une véritable, je le dis, c'est mon expérience, une véritable découverte des gros plans sur les acteurs qui, en particulier deux, c'est Ancis et Viala, qui, prononcent leur texte avec ce que Vassiliev appelle l'intonation affirmative, qui est extrêmement spéciale et extrêmement difficile à suivre parce que ça, déstructure un peu la langue. Mais quand on voit les visages en gros plan, les visages absolument transformés par l'énergie intérieure, une espèce de joie intérieure qu'ils mettent à dire
à utiliser cette diction extrêmement particulière, on comprend tout, on comprend l'état de jeu dans lequel ils sont. Et je trouve que cette solution-là, des gros plans, que bien souvent les filmeurs évitent, parce que justement, quand on s'attarde sur des gros plans, on perd tout l'espace. Et bien là, c'était une solution. C'était la solution pour faire comprendre, si vous voulez, quelque chose des intentions du metteur en scène au spectateur. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de recette. Il n'y en a pas. Chaque spectacle pose ses problèmes et chaque filmeur trouve ses solutions, trouve ce que j'appellerais son dispositif, si vous voulez, pour filmer le spectacle. Alors, une autre, et je vais vite arriver à ma conclusion, mais j'essaye de vous donner encore, continuer cette typologie. Il y a le réalisateur qui cherche le documentaire. Il a une position de documentariste. Et c'est le cas de Benoît Jacot, qui est quand même un cinéaste bien connu. Il cherche à aborder la scène en tant que telle, c'est-à-dire sans volonté de chercher un équivalent cinématographique. Donc, le meilleur exemple, c'est La Place Royale de Corneille, mise en scène par Brigitte Jacques. Le cinéma regarde le théâtre comme il se montre, mais comme il se montre à lui, pas au spectateur, c'est-à-dire avec le hors-champ, les coulisses, les entrées, les sorties, ce qui se passe avec les acteurs quand ils sont plus sur la scène. Et on voit tout. On a l'œil de la caméra agrandi, si vous voulez, l'œil du public. Et ce qui montre aussi, ce qui est très intéressant, et ce qu'est l'expérience de tout documentariste, on voit comment le cinéma, donc les filmeurs avec leurs caméras qui sont sur la scène et qui parfois sont filmés par d'autres, donc on voit leur présence sur la scène, comment la présence du filmeur, donc du caméraman, transforme les réactions des acteurs, leur donne plus d'intensité. Donc il y a aussi, si vous voulez, un effet réactif du cinéma sur le théâtre. Le cinéma devient un partenaire, il n'est plus l'accompagnateur, comme disait Vitesse, il devient un partenaire. Il réactive le théâtre en le filmant presque sous le nez parfois, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est la citation de Jacot, à un bout de la chaîne, il y a le documentaire, à l'autre bout, il y a le théâtre, et le cinéma a à parcourir ce chemin-là. Et là, donc, c'est aussi, si vous voulez, donc, un dispositif spécifique. Alors, la deuxième, donc voilà 3 cas de réalisateurs étrangers qui filment des spectacles. Après, il y a le réalisateur est aussi le metteur en scène. Donc, c'est Chéreau, c'est Mnouchkine, hein, et c'est Bondy, dernièrement. Hein, et en général, ils font une autre œuvre parce qu'ils sont incapables de filmer de refaire une fois ce qu'ils ont déjà fait. Chéreau, dans Le Temps et la Chambre, 1993, il va faire un autre film, tout en gardant les mêmes acteurs, et il va faire une autre œuvre, dans son film. Il va faire un film en noir et blanc d'abord. Noir et blanc. Il va le placer dans Paris, dans la ville, au lieu de le laisser sur la Seine. Et il va en faire aussi une nouvelle lecture en s'appuyant sur Paul Auster, justement, en revoyant le Botto-Strauss à la lumière de Paul Auster. Donc, c'est une autre œuvre. Mais bien sûr, il laisse aussi filmer ses œuvres par des cinéastes, et en particulier, il a un cinéaste attitré qui est Stéphane Medj, qui justement connaît bien l'œuvre de Chéreau, est habitué, si vous voulez, et souvent filme très frontalement, très simplement, avec des décisions très simples et efficaces, dont l'acteur est le centre. Donc, j'avais l'exemple de Electra, donc, qui vient aussi de passer sur la chaîne, le site ex-numérique, l'Electra, qui est le dernier opéra de Chéreau, qui est où Stéphane Metz, là, si vous voulez, magnifie le spectacle. Je crois que moi, j'avais vu aussi en présentiel, comme on dit aujourd'hui,
en centrant véritablement sur Electre, qui est une interprète à la fois vocale et comédienne magnifique, et en gardant l'immensité du décor trouvé par Chéreau. Donc il arrive à faire cette balance entre les deux objets, si vous voulez, d'une façon qui me paraît extrêmement convaincante. Alors, donc je vais passer, j'avais l'exemple de Brooke, ce Brooke qui justement a eu beaucoup de mal comment dire, à trouver que le théâtre filmé était un genre. Une année, il dit que c'est un genre, ce n'est pas un genre, c'est pas possible. Et une autre année, il dit si, c'est un genre en train de se faire. Et il filme, donc il a filmé La Cerisay, il a filmé son Barata en 2 versions, une courte, une petite. Et là aussi, lui, ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire garder le spectacle, mais trouver un dispositif qui le rendait plus cinématographique, c'est-à-dire il a ajouté du réalisme dans sa scénographie minimale. C'est ce qui est assez intéressant. Mnouchkine, au contraire, elle va, dans ses spectacles, si vous voulez, pour les filmer, elle va trouver un dispositif qui va renforcer l'aspect théâtral par les trouvailles cinématographiques. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous regardez, par exemple, Tambour sur la digue, où les acteurs sont transformés en poupées, des poupées qui parlent une langue de poupées, de marionnettes, une langue très spécifique. Eh bien, en fait, dans la façon de filmer, à la post-production, on efface complètement ce que disent les acteurs poupées sur la scène et elle réintroduit les acteurs habillés en noir, comme si vous voulez comment dire, les servants du théâtre oriental, mais aussi ce costume noir, c'est aussi le costume des cadreurs, de tous ceux qui font les prises de vue, qui se mettent en noir pour être le moins vu possible, le moins vu possible, mais qui souvent sont vus quand même, parce qu'on dénonce quand même le cinéma à l'intérieur de ces... Et donc ces acteurs vont devant un grand écran, ce qu'on voit dans certaines séquences de Tambour sur la digue, dire le spectacle de leur personnage qu'ils voient à la scène jouer. C'est-à-dire que là, véritablement, si quelqu'un veut analyser, en tout cas, le Tambour sur la digue, il ne faut absolument pas qu'il prenne pour base ce film, parce que ça n'existe absolument pas au théâtre. Mais c'est un moyen que je trouve vraiment intéressant, trouvé par Mnouchkine, comment dire, de refaire le son par les actes, non seulement le son, mais le texte même du théâtre, des répliques, de le refaire faire en post-production par les acteurs qui regardent à l'écran leurs personnages eux-mêmes jouer. Voilà, c'est un exemple, il y en a énormément, mais ça, c'est la démarche d'Ariane Mnouchkine, si vous voulez. Quant à Bondy, ben, vous en avez parlé, il filme il filme dans la journée, pendant que le spectacle est joué le soir à l'Odéon. En fait, ça aussi, c'est intéressant. Il filme avec les mêmes acteurs, mais dans des lieux tout à fait différents, et encore un lieu qui rappelle ce lieu à volonté, justement, dont parle Vitesse. Donc, moi, pour tous ces films-là, j'utilise cette expression film de théâtre plutôt que théâtre filmé, théâtre filmé, c'est un mot de Bazin en 1954, et qui, bien souvent, a eu, si vous voulez, une connotation extrêmement négative. Donc, c'est un objet, qu'est-ce que c'est que ce film de théâtre, où on est loin de la pure et simple captation, où il y a des points de vue, qui sont là pour que le film soit vu comme film témoignant du théâtre, pour que quelque part il y ait ce que Godard appelait 2 arts en un. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé le chapitre que j'ai fait dans le livre Le film de théâtre. Les 2 arts sont présents et se renvoient quelque part un miroir.
Bien sûr, il peut y avoir des cas où ça ne marche pas du tout. Et en particulier, les cas où ça ne marche pas du tout, c'est quand il y a des écrans, beaucoup d'écrans sur la scène. Quand il y a beaucoup d'écrans sur la scène, on ne voit plus rien du tout sur nos écrans, qu'ils soient grands ou petits, parce qu'on ne sait plus où regarder. Ce qui est justement comment dire, la grande qualité du film d'Andy Sommer pour les damnés, c'est que, bon, bien sûr, il y a un écran principal, mais en tout cas, cet écran, il continue dans le film et sur nos écrans à jouer le rôle qu'il tenait au théâtre. Et on le voit très bien. Et il est, comment dire, il n'est ni gommé, ni magnifié, il joue son rôle. Et ça, c'est un des grands mérites de ce film-là. Mais par exemple, je prends l'exemple de la flûte enchantée. Euh, alors attention, là, j'ai dit une grosse bêtise. C'est pas Andy Sommer qui a filmé, c'est Duncan. Duncan. Je suis désolée là. J'ai fait, comme je veux vite là, je fais un petit peu. C'est Duncan. Oui, c'est Duncan qui a filmé. C'est alors. Je gomme. Andy Sommer, c'est pour un autre spectacle, mais lui aussi a fait beaucoup de progrès. Bon, bref, je passe parce que autrement je vais aller trop loin, mais je voulais opposer Les damnés et La flûte enchantée de Castellucci. Les damnés, donc réalisé par Duncan. Pardonnez-moi cette erreur monstrueuse, mais voilà, c'est parce que je vais aller trop vite. Il joue Duncan c'est un spectacle qui est un spectacle déjà cinématographique. Parce que non seulement il y a un écran, mais il est cinématographique. C'est ce que je disais au début, les metteurs en scène ont une culture cinématographique énorme, et Ivo Van Gogh en particulier, puisqu'il est nourri, si vous voulez, aussi de travaux qu'il a faits d'après des réalisations cinématographiques, d'après des films. Et donc, pour moi, Les damnés, si vous voulez, c'est une réussite, en fait, c'est quelque part aussi forte que l'expérience que j'en ai eue dans la cour d'honneur. C'est du grand théâtre. Alors, le spectacle est du grand théâtre qui inclut le cinéma, et le film, c'est du cinéma qui inclut le grand théâtre, qui inclut le cinéma. C'est une sorte de poupée russe, si vous voulez, extrêmement bien conçue, parce que, comment dire, l'image est magnifique. Les acteurs sont tous sonorisés de façon à ce qu'il n'y ait, ils ont leur voix naturelle, rien n'est projeté, rien n'est trop fort, si vous voulez, et les images vidéo et les images du plateau se fondent dans une fluidité absolument, je crois, incroyable. Donc, et ils jonglent aussi avec les images d'archives, en fait, pour créer cette œuvre-là. Et à l'inverse, La flûte enchantée, qui est filmée par Myriam Oyer à la Monnaie, pose des problèmes parce que dans l'adaptation que Castellucci, comme d'habitude, a fait de La flûte enchantée et de Mozart, il a doublé les chanteurs et par des comédiens danseurs. Et donc, la captation va insister sur les chanteurs, si vous voulez, mais nous, on ne sait plus ce qu'il faut regarder. On ne comprend plus rien. On ne voit plus. On ne sait ni qui ni quoi regarder. Et là, si vous voulez, le film perd énormément. Alors, Béatrice, oui. Pour terminer, oui, parce que là j'ai, enfin voilà, en ouais, termes de timing, je commence à... voilà. Alors, bon, le théâtre sur la scène numérique, donc je veux juste parler, je vais quand même dire, vous me dites 5 minutes là, on a quelque chose pour les archives. Les archives de la Comédie Française. Hein. On a vu 115 spectacles diffusés. Moyenne des spectateurs, parce que ça c'est intéressant, hein, j'ai eu les chiffres, 2000 personnes en moyenne par soirée. Ça va de 4000 pour les damnés à 650 pour les fourberies de Scapin. Et il y a eu tous les supports. Il y a eu Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud. Et la comédie continue, et la comédie continue encore. On remarque très bien qu'au début, dans la première moitié, il y a beaucoup plus de monde que dans la seconde moitié. C'est-à-dire que, comme on a vu, on s'en lasse. On s'en est lassé. Même si ça reste, si vous voulez, un énorme succès avec une
un nombre très impressionnant de spectateurs et de nouveaux spectateurs, on s'en lasse. Donc ça, pour les archives, il y a eu quelque chose de grandiose qui a été fait et tous les grands théâtres européens l'ont fait. Je pense que c'est la Comédie Française qui a sans doute le mieux réussi. Mais en même temps, on a des nouvelles formes, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Et des nouvelles formes qui, surtout, que j'ai pu repérer en Russie. Des formes, par exemple, au moment pour le Covid, le BDT, un grand théâtre de Saint-Pétersbourg, a créé ce qu'il appelait le BDT digital, donc un site à lui que vous pouvez consulter, hein, où il a bien sûr placé des archives, mais aussi où il a fait une forme documentaire absolument extraordinaire qui s'appelait hashtag Aidons les médecins, où il a commencé à lire les textes que les médecins et les soignants écrivaient. Et donc, procurait au pays entier, si vous voulez, de la documentation sur les choses terribles qui se passaient dans les hôpitaux. Et ça a été pris en relais par d'autres théâtres. Et en même temps, si vous voulez, c'était comme on appellerait ça nous un téléthon, il appelait ça un marathon, ils récoltaient de l'argent pour, avec ce spectacle géant documentaire, donner des moyens aux hôpitaux qui n'avaient rien pour se procurer des masques, des blouses, etc. etc. Il y a aussi des spectacles donnés en direct, un jour. Il fallait prendre un rendez-vous, acheter des billets et surtout de ne pas arriver en retard. Parce que si tu arrivais en retard sur le site ou sur Internet, tu n'entrais pas. Hein. On n'acceptait personne. Donc, c'était des spectacles par Zoom, si vous voulez, mais on gardait l'aspect événement du théâtre, si vous voulez. Et vous me direz, mais oui, mais les spectateurs, ils sont tous tout seuls comme vous, là, chacun dans votre coin, dans vos petits casiers, là. Et là, j'ai eu, bon, c'est un témoignage que j'ai eu pour l'instant, mais une jeune Russe, justement, qui était boursière à l'étranger, qui, avec d'autres de ses amis boursiers à l'étranger, se mettaient à regarder ensemble un spectacle, par exemple, du Bolchoï. Et pendant le spectacle, ils s'envoyaient des SMS. C'est-à-dire qu'ils reconstituaient la communauté théâtrale par l'intermédiaire de la technologie du SMS. Bon, des choses qui n'étaient pas permises, bien sûr, au théâtre. Hein. C'est impossible de parler avec votre voisin au théâtre, tout le monde vous dira chut chut. Mais là, ils recréaient la communauté en s'envoyant des SMS. On peut imaginer beaucoup de choses, je pense. Là, voilà. Alors, je pense que la taille de l'écran aussi joue énormément, que si vous regardez sur votre portable, si vous regardez sur votre ordinateur ou si vous regardez sur un home cinéma, vous avez un rapport complètement différent à ce qu'on vous montre. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, je pense qu'on filme constamment. On peut se poser la question si on ne filme pas trop. Olivier Pi dira, il y a plus, il a dit très récemment à France Culture, il y a beaucoup plus d'archives sur ce que j'ai fait que sur Barreau. Il disait ça en rigolant, mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre total entre présent et passé, et entre quantité et qualité. Je crois que là, c'est un problème qu'on peut se poser. Il y a des nouveaux spectateurs que ça a attiré, d'autres que ça a un petit peu énervé. Par exemple, moi, qui suis pourtant une farouche défenseuse de cette action, pour avoir justement consacré plusieurs années à cette recherche sur le film de théâtre. C'est trop parfois. C'est un petit peu, comment dire, il y avait trop de choix, il y avait trop de choses, tu ne savais même plus quoi choisir. Voilà. Et bien sûr, ce qu'on pourra dire, est-ce qu'on peut dire que bon, aujourd'hui, la représentation, la sortie au théâtre, elle est mise en péril par la pandémie, mais est-ce qu'elle est mise hors jeu? Bien sûr, tout le monde se met à chercher des choses. Tout le monde se met. Et on trouve. Hein. Voir l'expérience du Châtelet, là, qui filme justement des spectacles qui ne sont pas destinés à être vus, mais simplement à être diffusés en numérique. Mais est-ce que la représentation est mise hors jeu par le numérique? Moi, je pense que comme toujours, le théâtre s'en sortira. Il a subi beaucoup de crises.
On a toujours cru qu'il allait mourir, que le cinéma allait prendre sa place, voilà, peut-être que le numérique allait prendre sa place. Il s'en sortira parce que la présence des spectateurs est tout aussi importante que celle des acteurs, les deux mots présence ayant dans les deux cas un sens différent. Mais je pense qu'il y a un élan qui a été donné par ce confinement obligé, si vous voulez, et qui peut profiter aux deux arts, qui peut profiter aux deux arts et à ces justement deux arts en un, euh, selon la formule de Godard. Euh, et, sauf que là, le deuxième art n'est plus le cinéma, mais le numérique qui vraiment permet énormément de choses, les pires comme les meilleures.